Alors, ça tourne. T'as encore moins de cheveux qu'hier ou quoi? Oh ben non, ils sont pas tombés dans la nuit. Alors, c'est bon, on est en direct. Donc, Ok, bonsoir Maxime. Je suis bonsoir Fabienne. très heureuse de te recevoir. Donc, pour celles qui ne nous connaissent pas, je suis Fabienne Godine. Je suis donc l'administratrice du groupe Symptothermie depuis très longtemps. Et je suis également conseillère en symptothermie et formatrice des conseillères. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un événement vraiment exceptionnel sur le groupe, c'est recevoir Maxime. Donc Maxime Labrite, le concepteur de l'AndroSwitch, anneau contraceptif masculin. Mhm. Aujourd'hui, tu vas nous parler des contraceptions masculines et en particulier la contraception thermique et de ce qui se passe autour. Exactement. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vous représente un petit peu ce qu'il est possible de faire en termes de contraception plutôt testiculaire pour le coup. Qu'est-ce qui sera possible de faire dans un futur proche si on arrive à démocratiser la contraception thermique ou pas, et puis de prendre un temps aussi sur le parcours usagé, que ce soit sur la dynamique de couple ou aussi dynamique personnelle en tant que personne ayant envie aussi de maîtriser sa fertilité. Euh, pour voir dans quelle mesure on peut mettre la thermique en place, à quel moment de la vie ça peut être plus intéressant ou pas, quelles sont les questions en termes de démarrage, et puis après de monter en compétence pour vraiment pouvoir maîtriser cette méthode contraceptive qui est redoutablement vraiment efficace, assez simple d'accès, assez écologique aussi. Donc voilà, elle a plein d'avantages, mais elle a aussi des défauts. Il faut pouvoir les aborder et présenter ça de manière exhaustive. Voilà. Donc à l'heure actuelle, une personne avec des testicules qui a envie de se contracepter, elle a… Oui. Je pense qu'on peut parler de homme au sens biologique. Ce sera peut-être plus simple. Alors, on peut parler de homme au sens biologique. Il faut savoir que la remontée testiculaire s'adresse aussi aux personnes en transition. Ça peut dépasser le cadre de la contraception. Il y a des personnes qui, par exemple, se remontent les testicules parce que, d'un point de vue identitaire, c'est vécu comme une souffrance, le fait d'avoir ces testicules qui ballottent entre les jambes et du coup les masquer, venir les enfermer à l'intérieur du corps, c'est quelque chose qui fait sens en termes d'identité pour ces personnes-là. Mais D'accord. ok, partons du fait que voilà, nous allons parler de homme en tant que personne biologiquement outillée avec des testicules et une femme biologiquement outillée avec des ovaires et un utérus. Mais attention, voilà, il y a toute une partie de la population qui peut aussi ne pas se retrouver dans ces propos-là. Donc voilà, mais parlons de contraception, parlons de prise en charge, du coup, au niveau de la rencontre de ces deux gamètes qu'il faut éviter. C'est un peu Voilà. ça. C'est ça l'idée. Rien à voir avec tout ce qui est inclusif, genre et compagnie. Mm. C'est juste, après, ça sera peut-être plus facile en termes de formulation. Ouais, ok. Alors, un homme qui a envie de maîtriser sa fertilité et d'avoir une approche contraceptive, à l'heure actuelle, il a trois possibilités. Trois possibilités qui, au final, n'en sont pas. La première, c'est le préservatif, qui en soi est intéressant parce que oui, bien sûr, elle vient quand même limiter les grossesses, mais il n'empêche l'indice de peur est quand même très très bas, euh, principalement pour des raisons pratico-pratiques, c'est-à-dire que ça s'apprend, la mise en place de la capote, ça se choisit une capote aussi, il n'y a pas que deux ou trois modèles, il y a des centaines de modèles. Moi, je vous propose de vous rapprocher vers le Roi de la Capote, qui est sur Paris, qui propose justement presque du sur-mesure et aussi un apprentissage. Donc ça, c'est une première méthode, mais c'est souvent une méthode qui va être temporaire et surtout qui est utilisée principalement en termes de barrières et de protection en termes d'MST et IST. C'est là vraiment qu'est la fonction du préservatif, qui soit interne ou externe, mais pour les hommes, ce sera plutôt externe.
Au milieu, on a une autre méthode qu'on appelle le retrait, qui au final n'est pas vraiment une méthode de contraception, parce qu'il faut savoir que tout le long de l'érection, en fait, il y a en fait un écoulement qui va se faire par l'intermédiaire des vésicules séminales, par l'intermédiaire de la prostate, et ce liquide en fait qui va couler, donc n'est pas l'éjaculat en lui-même, mais il n'empêche va comporter lui aussi des spermatozoïdes. Donc, c'est très compliqué de pouvoir stopper en fait ce phénomène-là, qui n'est pas l'éjaculation, qui est vraiment voilà, une sécrétion durant le rapport. Donc, il y a un risque assez important qui est une grossesse non désirée. Et en plus, ça demande une haute technicité, une très bonne connaissance de son corps et du corps de sa partenaire pour pouvoir aussi gérer ce moment d'éjaculation qui, en général, peut arriver de manière subreptice, ou en tout cas, voilà, il faut pouvoir gérer. Donc, pour moi, ce n'est pas une méthode de contraception, très clairement. Voilà, c'est un palliatif qu'on peut prendre, mais attention, avec beaucoup, beaucoup de réserve. La dernière méthode qui existe pour les hommes, c'est la vasectomie. L'idée de la vasectomie, c'est clairement de couper le tuyau dans lequel passent les spermatozoïdes. C'est une toute petite intervention chirurgicale. Ça n'a rien à voir avec une castration, hein, que les choses soient bien claires. On n'enlève pas les testicules. On vient simplement bloquer le tuyau par lequel passent les testicules. Donc, c'est une petite intervention qui, en général, se fait avec une anesthésie locale. Il n'y a pas de besoin d'anesthésie générale. En France, c'est une opération qui a été officiellement reconnue et acceptée depuis 2001. Avant, c'était considéré comme une mutilation. Et donc, c'est resté interdit très longtemps. Il y a eu des procès grandioses à Bordeaux sur la vasectomie parce que, en fait, elle se pratiquait sous le manteau avant. Elle a l'avantage, d'un point de vue médical, de ne pas demander un énorme support médical. C'est-à-dire qu'on peut faire ça un peu n'importe où. En fait, au niveau des règles d'hygiène d'asepsie, ça reste assez simple. Donc, il est tout à fait possible de la pratiquer dans un garage, dans un bus, dans une chambre d'hôtel. Et c'est ce qui se faisait à l'époque. Les gens se réunissaient, principalement les réseaux anarchistes, et se faisaient passer le mot. Et quelques médecins formés, en fait, vadrouillaient en Europe et faisaient, en fait, les vasectomies. Voilà. C'est hallucinant, hein, voilà. En plus, donc, depuis 2001, c'est autorisé, mais tout a été fait d'un point de vue législatif pour que ça soit compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un délai de réflexion de 4 mois. Donc, c'est pas j'arrive, je vais voir mon médecin et puis 2 jours après, j'ai ma vasectomie. Non, non, il y a un délai de réflexion qui est imposé. Donc voilà, il faut prendre le temps de se dire, est-ce que vraiment, moi, en tant qu'homme, j'ai envie de perdre ma capacité à pouvoir avoir des spermatozoïdes? C'est cette question-là, au final, qui est posée à un moment donné. Ouais, et si je me souviens bien, en plus, la plupart du temps, ils vont imposer la cryoconservation. Il va falloir mettre des spermatozoïdes au congélateur en cas de changement d'avis. En cas de changement d'avis, ce qui revient souvent, la punchline des andrologues ou des urologues, c'est de dire oui, mais mon bon monsieur, on a bien compris que vous vouliez plus d'enfants, mais si jamais vous vous séparez de votre femme et que vous tombez sur une personne plus jeune qui, elle, voudra des enfants, mais comment ferez-vous en fait? On est vraiment sur des trucs stéréotypés d'une violence patriarcale monumentale. Et en 2022, on en est encore là. Voilà. Normalement, c'est un examen qui coûte pas cher. Donc, clairement, il est, comment dire, la codification de cet acte, c'est une petite centaine d'euros pour le médecin qui la pratique. Donc, en gros, c'est ça, l'appât du gain, en fait, n'intéresse pas du tout les urologues et les andrologues. Ils ne gagnent pas d'argent là-dessus, en fait. Ça ne les intéresse pas. Donc, en général, ils demandent des dépassements d'honoraires. 300, 400, 500 euros. Et là, c'est du cash. Et ça va directement dans la poche du médecin. Et là, dans ces cadres-là, en général, ils veulent bien jouer. Donc, c'est encore assez rare de trouver des médecins avec un vrai code de déontologie, une certaine éthique pour pouvoir pratiquer cette petite intervention chirurgicale. Au niveau des conséquences, quand la vasectomie est pratiquée, vous pouvez avoir un petit œdème, une petite douleur au niveau local. Ça passe très vite. Il y a très peu de risque d'infection, que les choses aussi soient assez claires. Mais vous n'êtes pas contracepté tout de suite. Il va falloir attendre 3 mois. Il va falloir attendre 3 mois, le temps de vidanger justement les vésicules séminales, la prostate et toutes les durites pour que les spermatozoïdes qui se trouvaient après l'endroit où ça a été coupé sont évacués. Voilà. C'est tous ceux qui sont restés coincés dans le circuit. Exactement. Exactement. Donc, ça veut dire pendant 3 mois, il faut utiliser une autre méthode de contraception et il faut surtout aller vérifier par ce fameux examen qu'on appelle le spermogramme
qui est en gros un recueil de l'éjaculat, de la manière dont on veut, qui se fait au laboratoire et qui consiste en fait en une analyse en fait d'une goutte de sperme qu'on vient poser sur une lamelle sur laquelle il y a un grillage et à l'aide du microscope, on vient faire un comptage et vérifier comment sont les spermatozoïdes, comment est-ce qu'ils se déplacent, combien de temps ils vivent et combien est-ce qu'ils sont. C'est principalement ce qu'on vient rechercher. Et puis la forme de la tête. Voilà. C'est un examen hyper important en suivi de vasectomie qui n'est pas pratiqué de manière, on va dire, régulière en post-vasectomie pour des raisons assez simples. C'est que il y a un mauvais maillage sur le territoire de laboratoire qui propose déjà les spermogrammes, que c'est un examen qui demande à être fait avec prise de rendez-vous, que des fois il peut y avoir des délais assez importants et que c'est peut-être pas le plus simple que d'aller au laboratoire pour faire ce fameux examen et que si les gens pouvaient le faire à la maison, ce serait peut-être tout aussi bien. Mais en tout cas, on a un indice de Pearl sur la vasectomie qui justement est assez bas, parce que normalement, on devrait être à 99,99999 et on est à 99,678, ça va pas en fait. Voilà, parce que du coup, des fois l'examen, enfin la vasectomie en elle-même ne fonctionne pas ou elle fonctionne mal. Il y a encore une communication en fait entre le testicule et les durites dans lesquelles passent les spermatozoïdes. Donc c'est vraiment un examen qu'il faut faire. La question de la réversibilité sur la vasectomie est intéressante. C'est la vasectomie, comme je vous le dis là, c'est une méthode de contraception, mais en fait c'est une méthode de stérilisation. Voilà, la stérilisation et la contraception, c'est deux choses différentes. L'un des critères qui détermine qu'une méthode est bien contraceptive, c'est sa caractéristique de réversibilité. La vasectomie n'a pas une réversibilité assez élevée. Alors, oui, en fonction des médecins, en fonction des types de vasectomie, il est possible de récupérer une réversibilité, de réaboucher les canaux. C'est ce qu'on appelle la vasostomie. C'est possible. Mais il n'empêche, le risque est tellement grand que cela ne marche pas. C'est pour ça qu'il est conseillé de mettre du sperme dans des banques de sperme, de cryogéniser. Ça coûte de l'argent. Hein, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ça coûte quelques centaines d'euros par an, cette conservation du sperme. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il existe? Il existe une méthode hormonale qui, somme toute, est allée jusqu'à l'échelon de l'OMS avec des essais sur des milliers de personnes. Ce sont encore des injections en fait à base de testostérone, des injections qui sont soit hebdomadaires, soit mensuelles. L'idée, c'est d'injecter de la testostérone, non pas en fait par voie péros au final, parce que la testostérone ne passe pas la barrière du foie. Elle n'est pas synthétisée. Donc, il faut trouver des moyens détournés de la faire rentrer dans le corps. Donc, on est sur une injection type insuline. En fait, c'est le même problème que l'insuline. Alors, c'est au niveau de la taille de l'aiguille, elle est 4 fois plus longue que celle de l'insuline parce qu'on va faire une injection intramusculaire. D'accord. Donc, c'est une injection profonde. Ok. Alors, la personne peut se le faire elle-même ou peut apprendre à se le faire. Ça reste une piqûre qui, somme toute, demande quelques compétences. Parce que l'aiguille allant assez profond, il est possible de toucher un os, il est possible de toucher une artère. Donc, ça demande quand même quelques petites compétences et on ne s'amuse pas à faire une intramusculaire comme ça en passant. Ce n'est pas comme une insuline qui, clairement, va rester en surface, on va dire, dans le derme. Donc là, on peut piquer un peu où on veut, on s'en fiche un peu. Là, voilà, l'intramusculaire, c'est plus profond. Voilà. C'est des piqûres douloureuses? Si elle est bien faite, non. D'accord. Non. Les intramusculaires, toute piqûre, en fait, ça dépend beaucoup du soignant. Il y a des soignants qui sont des bons piqueurs, qui, on ne sait pas trop pourquoi ils ont le coup de main. Et du coup, il n'y a pas de bleu, ils ne cherchent pas trop les veines, ou les intramusculaires, c'est pareil, se passe bien. La dilution du produit doit être faite dans le muscle de manière lente et pas d'un coup sec, justement, pour éviter de traumatiser le muscle et compagnie. Mais en soi, c'est quelque chose qui peut être vite fait et bien fait. L'idée de l'hormonal, c'est quoi au final? C'est de faire croire au cerveau qu'il a produit de la testostérone. Pour lui faire croire qu'il a produit de la testostérone, on lui en envoie dans le sang. Et du coup, les capteurs du cerveau disent « Ah ben c'est bon, il y a de la testostérone, donc je n'ai pas besoin d'en produire. » Si le cerveau arrête de produire de la testostérone, eh bien, l'activité, au final, la production de spermatozoïdes va s'arrêter. De facto. C'est le même principe que la contraception féminine, en fait. Exactement. C'est On une va mettre des artificialisation. hormones en circulation pour bloquer la commande centrale. C'est ça. C'est ça. On vient artificialiser, au final, l'activité hormonale pour stopper la production de gamètes. C'est un peu l'idée. Il existe d'autres voies d'entrée
qui, au niveau de l'hormonal qui ont fonctionné dans les années 80. Ah, t'es tout bloqué. Allô, allô? En fait, va provoquer une hyperpilosité à un moment donné. Tu es encore là, Fabienne, ou pas? Oui, mais t'es un peu figé. Il y a eu un blanc. Fabienne? Oui. Allô, allô? Ah, ça y est, je te revois. Et merde. Non, non, c'est bon. C'est ta connexion? Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, non, c'est toujours bon. Caméra, micro, autorisé. Hum. Allô, allô? Ouais. Ouais. T'as été un petit peu figé, un petit peu Oui, mais déconnecté. mon réseau a totalement sauté, donc je me suis reconnecté. Je te vois pas du tout, par contre. C'est Si normal. tu m'entends, ça va. Ok. Bon, mais c'est bon. Ok. Qu'est-ce que je voulais te... Donc, tu as été bloqué au moment où tu parlais des années 1970, qui avait eu... je sais pas quoi. 1980. Ouais. 1980, c'est un peu l'histoire d'Ardecom, de l'Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, qui sont beaucoup intéressés justement aux pratiques contraceptives et ce qui était possible de faire, et qui ont commencé à faire des tests justement avec des gels, donc à base de testostérone, qui en soi fonctionnaient très bien. Par contre, la peau qui est en contact avec ce gel développe une hyperpilosité. Et donc, les partenaires, donc les femmes qui se retrouvaient au contact au final avec ce gel, développaient aussi de l'hyperpilosité. Ah, Donc, voilà, il fallait faire gaffe à ça. Et en soi, c'est pas gênant, il suffit de le savoir. Voilà. Les méthodes hormonales, donc elles existent. En France, elles ne sont pas reconnues au niveau de l'OMS non plus. Pourtant, il y a eu vraiment des essais dans les années 90 sur des milliers de volontaires qui, somme toute, ont montré de bons résultats en termes d'efficacité et de réversibilité. Après, les soucis avec l'hormonal, c'était justement l'innocuité, les effets secondaires et aussi l'acceptabilité. Les informations qui sont remontées au final, c'était justement des informations un peu comme pour les femmes sur les pratiques hormonales, où clairement, il peut y avoir des troubles de l'humeur, il pouvait y avoir de la prise de poids, il pouvait y avoir de l'acné, etc. Et ce genre en fait d'effets secondaires ont été considérés au niveau de l'OMS comme inacceptables pour les hommes. Donc, de facto, en fait, les essais se sont arrêtés. Il y a un très bon reportage qui est sorti il y a 2-3 ans sur Arte qui s'appelle 60 ans après la pilule, on en est où? Et qui vient interviewer justement les chercheurs qui ont travaillé à l'époque sur ce projet et sur cet essai clinique gigantesque de l'OMS. Et eux-mêmes, en fait, ne comprennent pas, en fait, pourquoi l'OMS a tout stoppé, en fait. Et ils le disent eux-mêmes, mais on pourrait continuer, en fait, c'est pas grave. Mais en fait, de facto, ça a été arrêté. On ne sait pas trop par qui ni comment. Ce qui est sûr, c'est que le biais de genre, en fait, et la violence associée ont parlé, en fait. Et donc, les méthodes hormonales sont restées lettres mortes, et elles le sont encore à l'heure actuelle. Tous les 6 mois, on va vous dire, oui, mais bientôt, une méthode hormonale et on va bientôt arriver parce qu'on a des essais concluants et tout ça. Mais c'est une histoire, en fait, qui tourne en boucle, mais depuis des dizaines d'années et des dizaines d'années. Voilà. et pourtant, on peut faire des injections intramusculaires, ça c'est autorisé. Alors, on peut, le problème, c'est l'accessibilité. Ah, Déjà, en tant que médecin, il faut savoir qu'il y a seulement la SALF, la Société d'andrologie de langue française, qui propose des temps de formation sur la contraception hormonale et la contraception thermique. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, à part un seul médecin dans toute la France qui est à l'hôpital Cochin, qui s'appelle Jean-Claude Souffire, à part lui, personne c'est celui qui ne. publie. C'est celui qui publie, c'est ça. Mais personne d'autre n'accompagne. En tout cas, ou peut-être un ou deux, mais c'est tellement, tellement rare, en fait. Voilà. Donc, le seul moyen vraiment de pratiquer l'hormonal, c'est de prendre un billet de train, d'aller à Paris, de rencontrer ce professeur qui clairement a des critères d'éligibilité assez stricts. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'êtes pas en couple, vous ne pouvez pas y accéder. Il faut avoir un bilan de santé, mais impeccable. Il ne faut pas fumer. Il ne faut pas boire.
Et il faut surtout ne pas être un sportif de haut niveau. Pourquoi? Faut vivre comme Parce un que moine. c'est une forme de dopage. Faut vivre comme un moine, en fait. Exactement. Oui, Exactement. Voilà. Donc oui, ça existe, mais c'est tellement inaccessible qu'en gros, ça n'existe pas. d'accord. Ok. Bon. Alors, Donc, je il nous continuerai reste... quand même un petit peu sur l'hormonal. Oui. Pour donner quelques indicateurs, l'hormonal, c'est pareil, elle n'est pas efficace tout de suite, il faut attendre 3 mois. Hmm. Il faut faire des spermogrammes réguliers et c'est maximum 1 année et demie, le protocole, pas plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'essai sur du plus long terme, mais c'est surtout pour ne pas prendre de risques. Le problème de l'hormonal, c'est qu'en fait, tout le monde ne réagit pas en fait, aux hormones. Et le seul moyen de le savoir, c'est de tester. Et en gros, on a une chance sur 5 de ne pas en fait réagir à la testostérone artificielle et au final de ne pas arrêter l'activité centrale du cerveau et du coup la production de spermatozoïdes. Sauf que le seul moyen de le savoir, c'est de se bouffer pendant 3 mois de la testostérone et de faire un spermogramme. Voilà. D'accord. Et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. C'est vachement encourageant, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, il y a la méthode thermique qui fonctionne bien, mais j'en parlerai après. J'aurais parlé d'un peu du contexte, de dire que là, clairement, il commence à y avoir aussi des volontés politiques pour changer un peu les choses. En termes d'équité contraceptive, on commence petit à petit à passer ce plafond de verre, on va dire, institutionnel. Énormément de médecins, de thésards, de chercheurs travaillent sur l'acceptabilité de la contraception testiculaire, à essayer de démêler le vrai du faux sur ces 50 dernières années où au final, tout a été centré sur les femmes et rien sur les hommes, ou en tout cas trop peu, à essayer de démêler un peu le vrai du faux entre est-ce que les chercheurs font bien leur travail de chercher et trouvent, et est-ce que derrière les industriels font bien leur travail d'industrialiser et de rendre accessibles les méthodes. Là, on se rend compte que les chercheurs cherchent, mais que les industriels n'ont aucun intérêt et ne veulent pas en fait développer ces méthodes-là, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, ils perdraient de l'argent et ça ne les intéresse pas. Et en plus, encore une fois, toucher aux testicules, c'est compliqué parce que derrière en fait les lobbies pharmaceutiques se cachent quelques dizaines de personnes qui se font des royalties monumentaux et qui sont principalement des hommes blancs, vieux, conservateurs, cis hétéros, assez violents d'une vieille garde. Donc, tant que ces gens-là ne seront pas partis à la retraite, ça va être assez compliqué de pousser les murs. Mais avec la thermique, on commence à s'y employer assez sérieusement. Et donc, on commence aussi à montrer sur la scène publique, la scène institutionnelle, avec les secteurs associatifs, qu'il y a réellement une demande, que la contraception, oui, peut être partagée, elle peut être mutualisée, que les gens ont un réel besoin d'aborder la contraception d'une autre manière, de sortir aussi des parcours vécus comme des échecs en termes de parcours contraceptif. À l'heure actuelle, par exemple, la thermique et l'hormonale, la voie royale pour y accéder, en tout cas c'était comme ça pendant des dizaines d'années, c'était quand les femmes étaient en échec dans leur parcours contraceptif. Et les médecins se cachaient derrière ça en disant les femmes sont en échec, donc c'est à l'homme à faire. Et là, on a une possibilité en fait de proposer une indication en termes de contraception. Tu vois la violence du truc. Ouais. C'est Euh, d'abord on bloque madame et puis si ça marche pas bah oui on va éventuellement s'intéresser à monsieur c'est ça, comme si c'est ça. c'était plus facile de bloquer madame que monsieur. Ça, c'est la grande légende où les professeurs se cachent derrière l'idée de se dire c'est beaucoup plus simple de stopper un ovocyte que de stopper des millions de spermatozoïdes produits chaque jour. Et en fait, cette petite phrase assassine, elle est fausse d'un point de vue scientifique, mais vraiment. Mm. Euh, pour vous donner quelques idées de méthodes qui sont dans les tuyaux et qui arriveront sur le marché si on arrive à passer la thermique et faire en sorte de commencer à rééquilibrer un petit peu la balance, il y a toutes les méthodes bouchon type obturation justement du canot, là où passent les spermatozoïdes, c'est-à-dire au lieu de couper, on met un bouchon dedans qui se dissout avec du bicarbonate. Donc ça se met, ça s'enlève, ça fonctionne très bien. Les Indiens posent dessus depuis 40 ans, on appelle ça le RISUG. Parsemus, avec Bill Gates, a racheté une partie du brevet et développe ça aussi aux États-Unis, mais ils n'y sont toujours pas arrivés à le banaliser. Il y a des méthodes par ultrasons
qui vont arriver aussi probablement, où là, l'idée, ça va être de provoquer un stress thermique assez localisé et assez intense au niveau du testicule. C'est le professeur Wang qui travaille là-dessus en Californie, où il vient de mettre des nanoparticules d'or dans les testicules de chiens pour le moment. Et avec les ultrasons, ça vient chauffer de manière locale le testicule et le stresser, et donc bien sûr détruire la production de spermatozoïdes. Je pense qu'il y aura d'autres conséquences sur le long terme, hein, parce que le stress thermique, là, on parle d'une hyperprexie, d'une chaleur très 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 élevée, donc il y aura de la destruction cellulaire associée, et une hypofertilité qui, à mon avis, sera irréversible. Il y a des méthodes qui existent depuis la nuit des temps, comme avec une plante qui s'appelle la Jandarus. Ça, c'est plutôt en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où en gros, lorsqu'il y a un mariage, tant que l'homme n'a pas payé la dot à la famille de sa femme, eh bien, il est obligé de boire tous les jours une tisane à base de Jandarus, qui est une plante qui, au final, vient stopper la production de spermatozoïdes. Et donc, l'empêcher de se reproduire, tant qu'il n'a pas payé la dot. Voilà. Il y a des tentatives, clairement, pour synthétiser ça et essayer d'en faire quelque chose. C'est pas du tout au point. Et puis, en plus, ça n'intéresse personne. Voilà. Tu es toujours là? Toujours là. Ok, ça Toujours. va, parce que j'ai une image figée. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il existe d'autre? Il existe des méthodes enzymatiques. Un spermatozoïde, en gros, il ne peut pas tout seul aller à l'ovocyte et rentrer dans un ovocyte. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas on met un spermatozoïde au niveau du col de l'utérus et puis tout seul il y va et puis c'est parti. Non, 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 non. Déjà, c'est un travail d'équipe. Les Oui, spermatozoïdes ils vont fonctionner il en faut une ensemble. centaine. Si je me souviens bien, Hein? il en faut une centaine pour digérer la zone pellucide. Hein, donc la coque qui enserre l'utérus, pardon, l'ovule, il faut une centaine, enfin c'est un travail d'équipe, ils sont une centaine à aller faire le trou pour qu'il y en ait un qui puisse rentrer. Dans dans l'éjaculat, il y a plein de types de spermatozoïdes différents. Mm. Il y a des spermatozoïdes jeunes qui théoriquement devraient tenir jusqu'à l'ovocyte. Il y en a des vieux qui sont là aussi volontairement pour boucher en fait les cryptes du col de l'utérus et que d'autres spermatozoïdes ne puissent pas s'y mettre. Il y a des spermatozoïdes qui sont là pour tuer les autres spermatozoïdes de Oui, notre homme. exactement. C'est tout Voilà, un donc armée qui est là pour occuper le terrain et défendre la forteresse. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en plus, un spermatozoïde, donc au-delà du travail d'équipe, s'il ne se transforme pas, s'il ne passe pas par ce qu'on appelle la capacitation, ce spermatozoïde, en fait, ne pourra pas accéder à l'ovocyte. Il mourra avant. Il n'aura pas la force de le faire. La capacitation, c'est quoi? C'est le spermatozoïde sur sa tête, en fait, il a des serrures, on va dire, sur lesquelles, en fait, il peut faire rentrer des clés. Et les clés, en fait, c'est des enzymes. Et il a besoin d'une enzyme qui est produite au niveau du col de l'utérus, donc dans le corps de sa partenaire. Et si l'enzyme ne se met pas bien dans justement la serrure au niveau de la tête, en fait, le spermatozoïde ne peut pas devenir une sorte de super spermatozoïde. C'est-à-dire qu'il va passer d'un mouvement lent à un mouvement rapide et il va gagner en vitalité. S'il ne fait pas ça, en fait, il ne pourra pas vivre et accéder jusqu'à l'ovocyte. Donc il y a bien un partenariat entre les corps qui se fait. Et si on arrivait à bloquer au final ces serrures qu'il y a sur la tête des spermatozoïdes, eh ben, il n'y aurait pas besoin en fait de réduire leur nombre. Il suffirait simplement en fait faire en sorte que ils ne puissent plus fixer ces enzymes, du coup ne puissent plus passer avec la capacitation en super spermatozoïde et du coup ne pourraient pas accéder à l'ovocyte tout simplement. Ça, c'est une autre méthode de contraception qui est envisagée. D'accord. Il y a des méthodes immunologiques. Alors là, c'est en devenir, mais clairement, hommes ou femmes, en fait, on pourrait les utiliser. Le but du jeu, ce serait de donner, donc l'immunologie, c'est la mémoire du corps qui permet de repérer au final qui sont les agresseurs du corps et du coup d'appliquer une méthode de défense pour protéger le corps. Si on arrivait à donner à cette grande bibliothèque l'information disant les spermatozoïdes, c'est un corps étranger, détruisez-les à la source, avec une pilule qu'on prendrait tous les jours ou je ne sais que sais-je, il serait tout à fait possible en fait que le corps autodétruise en fait, se mette dans une réaction auto-immune de destruction en fait de sa propre production de spermatozoïdes. Alors, j'avais vu que c'était un des inconvénients de la vasectomie, c'est que le système immunitaire de l'homme
se mettait à attaquer les spermatozoïdes qui étaient bloqués et les détruisait. Et que Ouais. même si la chirurgie réparatrice fonctionne bien, Mm. derrière, le système immunitaire, lui, a appris à tuer les spermatozoïdes et ça vient encore plus bloquer la réversibilité. Ouais. C'est l'un des problèmes de la vasectomie qui est souvent peu abordé, justement, c'est la réaction auto-immune qui va se mettre en place. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle se met en place, cette réaction? C'est tout simplement qu'en fait, les spermatozoïdes ne sont pas reconnus par les anticorps comme faisant partie du corps. C'est tout de suite identifié en fait comme une menace à un corps étranger. Et donc, tu as une cascade en fait d'antigènes et d'anticorps qui se mettent en branle à différents niveaux pour détruire le stock. Ça arrive en fait dans les cas de vasectomie quand il y a des spermatozoïdes qui vont être au contact du sang. Mm. L'opération se passe un peu mal, n'importe quoi. La réaction immunologique peut se mettre en place. Et elle peut se mettre en place après, le temps de la cicatrisation aussi. Ouais. Et c'est pour ça qu'en plus de faire un spermogramme, les laborantins ou les docs demandent aussi une analyse immunologique aussi pour voir si la réaction auto-immune s'est mise en place. En gros, c'est une réaction qui, normalement, elle se met en place soit tout de suite, donc vous le savez direct au bout de 3 mois, soit elle va se mettre en place, mais sur des délais un peu plus longs, 3 à 5 ans. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, gardez en tête qu'une vasectomie, si vous voulez l'arrêter et faire la vasostomie réabouchée, n'attendez pas trop. Si vous attendez 10-15 ans, vous êtes quasiment sûr qu'il y aura une réaction auto-immune qui sera en place, à peu près. Mm. Et ça, on ne sait pas l'arrêter. D'accord. Voilà. Ça peut être un problème aussi sur les techniques de gel qui vont venir boucher Ouais, temporairement. ouais, Ouais. 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 Et puis, il y a, sur les cas d'infertilité, on a aussi des femmes qui ont des réactions allergiques au sperme du mari, enfin Ouais. du conjoint. Et ça, ça fait partie en fait des indications pour derrière procéder à des fécondations in vitro. Je suis même pas Mm. sûre que sur une insémination artificielle, le problème puisse être contourné. Je me souviens plus en fait, ça fait trop longtemps que j'ai pas bossé le thème. Mais Je il ne peut y avoir. saurais pas t'aider plus sur ça. Ouais. Non, sur ça, j'ai pas assez de Enfin, compétences. le problème, c'est pas de le mettre en place, c'est de neutraliser ce processus en fait. Mm. C'est ça, c'est ça. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas faire. Mm, On ne sait faire qu'observer. Voilà. mm, mm. Après, bon, j'ouvre une petite parenthèse sur la vasectomie, mais donc il y a plein de manières de faire des vasectomies. En France, les urologues adorent couper. Ils coupent, ils cautérisent, ils brûlent. Vraiment un truc au moins, tu es sûr que là. Ouais, Bon, c'est définitif, hein. c'est ça. Et il y a un andrologue hein, qui s'appelle Dr Labrec, qui bosse au Canada. C'est un peu monsieur vasectomie là-bas. Des centaines de milliers de vasectomies à tour de bras. Qui est revenu il n'y a pas très longtemps justement vers les sociétés savantes d'urologie en France, les gros conservateurs réac. Il leur a dit, les gars, mais vous voulez pas arrêter de couper? Parce qu'en fait, il suffit simplement de faire une petite ligature, en fait, de pincer au final le tuyau, de faire un petit nœud, et ça tient très bien, et ça fonctionne très bien. Et ça évite justement ces cas de réaction auto-immune et compagnie, parce que du coup, on ne vient pas couper, en fait. Donc, il n'y Mm. aura pas de contact avec le sang. Et les urologues français lui ont répondu avec une fin de non-recevoir en disant non, nous en France, on coupe, c'est comme ça et c'est pas autrement. Merci, au revoir. Même pas un début de réflexion. Qui pourtant serait intéressant, même en post-opératoire, parce qu'il y aurait moins de problèmes. Bah oui, Voilà. ouais. Bon, on n'a peut-être pas tous les ressorts, hein. Non, 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 c'est sûr. C'est Ok. sûr. Et donc, après, on a les contraceptions thermiques. Ouais, c'est ça. Donc, thermique, moi, celle que je connais, j'allais dire de longue date, c'est l'hyperthermique, Mm. avec le système de bain chaud. Ouais, Hein, comme moi, au départ, je viens des problèmes de fertilité. Je me souviens très bien des histoires de jacuzzi mm. où les Californiens prenaient des grands bains chauds à 42 degrés tous les soirs et du coup se retrouvaient infertiles. Ouais, Et si je me tout souviens à bien, fait. c'était la première façon aussi de mettre en place les contraceptions thermiques.
c'est ça. C'est-à-dire que depuis très longtemps, Hippocrate en parlait déjà, il a été identifié que la chaleur et le testicule, ça ne fait pas bon ménage. Donc, il y a eu beaucoup de travail en ce sens-là pour redonner de la fertilité, pour sortir de l'hypofertilité. Et donc, le critère chaleur, et donc l'option, c'est de refroidir les spermatozoïdes. Ça existe, des sortes de slips dans lesquels on met des sortes de compresses pour refroidir les spermatozoïdes. Ça permet de relancer la production de spermatozoïdes. Donc ça, c'est assez connu. Donc, en Asie mineure, le coup du bain chauffant, c'était très connu. Les Romains l'utilisaient aussi. Ils avaient des sortes de chaises percées par lesquelles ils mettaient leurs testicules et les testicules étaient chauffés en fait avec un bain. Donc ça aussi, c'était bien connu. C'est ce qu'on appelle la maladie du boulanger. En général, toutes les personnes qui sont exposées à des fortes chaleurs de manière quotidienne dans le cadre professionnel, c'est des gens qui sont en hypofertilité et qui, du coup, pour récupérer une fertilité fiable et viable, doivent prendre un congé d'à peu près 3 mois, le temps de récupérer. Donc voilà, c'est assez connu. Ça, c'est resté un peu lettre morte, malgré le fait que la majorité des conclusions des études qui travaillaient justement sur comment sortir de l'hypofertilité, ils disaient la chaleur, c'est l'un des critères qu'il faut réussir à régler. Les ouvertures en général disaient, mais peut-être qu'il y aurait des pistes en termes de contraception, parce que si chauffer, ça enlève des spermatozoïdes, peut-être que ça pourrait avoir un effet contraceptif. Et c'est des travaux au final qui ont été repris dans les années 80 et 90, en partie en Égypte avec le professeur Chafik et en partie en France avec le professeur Roger Miosset. Et donc l'idée, ça a été de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour chauffer le testicule? Si oui, à quelle température et combien de temps pour que ça ne soit pas dangereux non plus et pouvoir avoir un effet contraceptif. Donc, c'est des travaux qui ont débuté. Il y a eu plusieurs tentatives. L'une d'elles, c'était clairement en fait, de mettre une compresse chauffante dans le slip, de se brancher, parce qu'on est dans les années 80, de se brancher au courant au 220 pour faire chauffer en fait, son slip. Vous vous en doutez, c'était assez dangereux. La miniaturisation a permis clairement de fabriquer ce qu'on appelle maintenant des spermaposes. Donc, c'est un caleçon dans lequel il y a une petite compresse chauffante avec une petite batterie sur le côté. Ça permet de chauffer à un peu plus forte la température du corps. On est à entre 38 et 39. Et ce port, en fait, de 3-4 heures par jour suffit pour avoir un effet contraceptif au bout de 3 mois. Donc ça, c'est une méthode qui est disponible et qu'il est possible de réaliser chez soi. Elle a l'avantage de ne pas avoir besoin de déplacer ses testicules. Elle a le désavantage de ne pas être tout à fait écologique. Elle a l'avantage d'avoir un temps de port qui est somme toute restreint. On est sur 3-4 heures par jour et pas 15 heures de manière quotidienne comme on peut l'être avec la méthode thermique qui utilise la chaleur du corps. Donc voilà, donc il y a du pour et il y a du contre. En tous les cas, c'est une bonne alternative à avoir sous la main quand on s'est chié, quand on a oublié de se remonter les testicules une journée, etc., qu'il faut chauffer. On peut utiliser ça de manière hybride, on va dire, et en supplément dans un premier temps. Dans les années 80, ils ont développé, et 90, du coup, des slips, parce que à l'époque, les gens portaient des slips. Qu'en médecine, il y avait ce qu'on appelait des slips pour les hernies inguinales, qui étaient en fait des slips compressifs, qui ressemblent un petit peu à ça. Donc, c'est vraiment un slip avec des élastiques et un trou, très clairement ici, pour faire passer la verge et le scrotum. Verge et scrotum vide, en fait. C'est-à-dire le scrotum, les testicules ne sont plus dans le scrotum, elles vont remonter le long des canaux inguinaux, mais je vais vous montrer après en image comment ça se passe. À l'époque, ils ont développé des modèles. On est vraiment sur du do-it-yourself, c'est-à-dire que vous allez dans une mercerie, vous achetez votre truc et puis vous le fabriquez vous-même. Bon, c'est tout à fait faisable. Ça se faisait au travers de groupes de parole, parce que l'idée, c'était aussi de se déconstruire dans ces masculinités, de sortir de cette violence qu'on pouvait plus ou moins incarner par legs socioculturels et tout ça pour repenser notre cadre commun. Un autre détournement, c'est le soutien-gorge. Prenez un soutien-gorge. C'est quand même très, très joli. C'est ça. L'intérêt de ces modèles-là, ça dit quoi? Ça vient parler de l'érotisation du corps des hommes. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, quand on va dans le commerce, en termes vestimentaires, par exemple, ou en termes de dessous, on a très peu de choix, au final. Et toute la question de l'érotisation du corps, elle faisait sens à cette époque et elle fait sens encore à l'heure actuelle.
Est-ce que en tant qu'homme, je peux me définir en tant qu'homme, mais aussi à porter de la dentelle, me sentir beau en fait en dessous et érotiser et sensualiser au final ce rapport à ces objets. C'est des questions en fait qu'il faut commencer aussi à se reposer. Et du coup, le modèle soutien-gorge, il vient se positionner là en fait et parler de ça. Et quand tu parles à une lingère, elle va toujours te dire que dans sa clientèle, elle a des hommes. Exactement. Et Voilà. oui, toutes les lingères ont des hommes dans leur clientèle, en lingerie de luxe. Bien sûr, mais très peu. Et ça reste justement du luxe, tu vois, du marché de niche, quoi, alors que ça devrait être Ah bah, accessible au c'est de la grand public. boutique. C'est de la boutique de Voilà. lingerie, hein. Ouais. Mm, mm. C'est pas du supermarché. C'est ça, c'est ça. Le jockstrap, c'est Waouh! la version améliorée du slip. On a Le retiré le jockstrap, textile, on a gardé les élastiques. exactement. On garde les élastiques et on enlève le textile. C'est un peu l'idée. Ça donne moins cher. Si vous regardez, même celui-là, il a un peu de dentelle sur le côté. Oui. Donc c'est pareil. On peut en faire quelque chose d'intéressant d'un point de vue aussi esthétique. Clairement, ça, c'est plutôt issu du milieu sportif. Le jockstrap, ce type de modèle, c'était utilisé par des athlètes de haut niveau pour la course à pied et tout ça, parce qu'en gros, c'est quand même plus pratique d'avoir les testicules bien plaqués au niveau de l'abdomen et du pubis, plutôt que d'avoir des trucs qui ballottent entre les jambes quand tu dois courir très très vite, quoi, par exemple. Voilà. D'accord. Ça a été beaucoup utilisé aussi dans les milieux gays, ce genre d'objet. C'est un objet qu'on peut fabriquer soi-même. Il y a plein de tutoriels sur Internet. On peut le faire dans son coin. On peut aussi le faire avec l'intermédiaire d'un réseau militant. Il y a sur le territoire pas mal de réseaux qui sont en place. Bon, il n'y en a pas partout dans toutes les villes, mais si vous voulez des renseignements sur ça, moi, je vous invite à contacter votre planning familial proche de chez vous et eux sauront vers où vous orienter. Voilà. Il y a des Si tutos vous sur voulez, YouTube, hein. et Il y a des exactement, tutos sur YouTube. exactement. Après, c'est comme tout, c'est pas le tout d'avoir le tutoriel et de se le fabriquer. On est vraiment sur des changements de pratique, sur des nouveaux rituels, sur l'air de rien, c'est sérieux parce que c'est de la contraception. Donc derrière, il peut y avoir de la grossesse non désirée, etc. Il faut bien pouvoir couper le tissu, que les testicules tiennent bien, être sûr qu'au final, la personne ne va pas se faire mal avec. Donc quand même, moi, je vous invite à passer au moins un petit coucou par les réseaux militants pour discuter avec eux, venir chercher leur validation sur les modèles que vous êtes faits, même par vous-même, et venir aussi en parler pour prendre le temps de découvrir la méthode et découvrir les risques associés pour que vous soyez aussi le plus autonome possible. Voilà, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Voilà. Et après, vous avez ce genre de petit modèle que moi j'ai créé. Parce qu'en 2016, quand j'ai voulu me contracepter, eh ben, il a été plus simple pour moi d'inventer un nouveau modèle plutôt que de me fabriquer un slip, parce qu'il y avait peu d'informations à l'époque. Et moi, je suis parti en fait d'un petit anneau en silicone, tout simplement, en fait. On est vraiment sur le même état d'esprit que la Wound Cup. On est sur des objets qui sont durables, hautement stables et biocompatibles et extrêmement minimalistes. Voilà. Mm. Ce type de petits anneaux, en fait, c'est ce qu'on appelle des Andro Switch. À l'heure actuelle, ils sont plus en vente parce que les autorités de santé nous ont dit vous faites du dispositif médical et un dispositif médical, ça doit répondre ça doit avoir une certification européenne pour accéder au marché, pour garantir une efficacité et une sécurité des usagers. Très bien, qu'à cela ne tienne. Donc, les gens peuvent toujours se fabriquer eux-mêmes leurs dispositifs, détourner des objets de la mercerie, prendre le risque aussi dans leur coin ou par l'intermédiaire des collectifs. Mais la vente en tant que telle de ces anneaux, que moi j'avais voulu à la température du corps, donc 37 €, un truc accessible, c'est plus possible. Le site internet fonctionne toujours, le site de torem.com. C'est un site qui est maintenant un site purement d'information. Donc, je reste, moi, dans mon rôle propre, on va dire, d'infirmier, parce que je suis aussi infirmier. Donc, j'ai un rôle de formateur, sensibilisateur, etc., de mise en réseau à faire. J'accompagne toujours les gens à se remonter les testicules et être dans leur parcours contraceptif. Et depuis qu'au final, j'ai arrêté de produire ces anneaux, alors, la vente est purement, elle est suspendue, hein, elle n'est pas interdite. J'ai toujours le droit de fabriquer des anneaux dans le cadre des essais cliniques. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle.
Mais ce qui se passe, c'est que la communauté quand même des porteurs d'anneaux, elle a quand même assez grandi et il y a un artiste qui s'est saisi de la question et vous avez une page sur mon site qui s'appelle Projet Artistique que je vous invite aussi à aller visiter. C'est un artiste qui arrive d'Uranus et qui, depuis ses forges, propose des objets fortement similaires avec un process de fabrication assez fortement similaire au mien et qui propose au final non plus des objets contraceptifs parce que ça n'a pas de sens, ce n'est pas possible, mais propose des objets décoratifs. Voilà. Des objets décoratifs que vous êtes libre de poser sur votre cheminée ou de détourner comme bon vous semble, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec les objets qui vous entourent. Donc, C'est vendu avec un présentoir. c'est vendu avec un présentoir, s'il vous plaît. Oui. Et son site, c'est Coucou, c'est ça? Coucouroucoucou.com, oui, comme la chanson. Voilà. Donc voilà, rassurez-vous sur ça, vous pouvez toujours vous fabriquer vos modèles, vous pouvez acheter des objets décoratifs, les réseaux militants sont là pour vous accompagner, moi et les copains, on est là pour vous accompagner, les plannings sont là pour vous accompagner, les médecins sont en devoir de vous accompagner, même si la NSM a dit c'est suspendu, le médecin n'a pas à se cacher derrière cette décision pour dire ah non, 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 mais moi je ne peux pas vous accompagner parce que ça a été suspendu. C'est faux. Il est tout à fait en capacité de le faire parce qu'il n'y a pas de risque médico-légal pour lui. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est faire de la promotion pour l'AndroSwitch en termes d'anneaux contraceptifs. Mais par contre, tout le monde, on a tous un devoir de sensibilisation et de présentation de l'exhaustivité de toutes les méthodes contraceptives et de tous les types de suspensoires qui existent. Voilà. Donc, rendez-vous le 23 février aussi pour une réunion d'information avec une société, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui clairement, en fait, va faire l'accès à la réglementation des petits porteurs, type moi avec mon anneau, type d'autres personnes qui ont aussi innové et imaginé des nouveaux suspensoires. Mais le problème des petits porteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas accéder à la réglementation européenne parce que la réglementation européenne est designée pour du lobby pharmaceutique, pour des millions d'euros à engager en phase d'industrialisation et de certification. Donc, c'est pas possible en tant que petit porteur d'y aller toute seule. Donc, on s'est doté au final d'une société qui, elle, va faire du consulting, de l'accompagnement, de l'audit pour améliorer Thorem en interne et qu'à terme, elle puisse obtenir la certification CE. Ça va prendre 3 à 4 ans. Voilà, si on est assez rapide. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tout est en cours. La certification, on l'aura pour ce petit anneau. Si on a la certification pour ce petit anneau, en cascade, on aura une certification pour le slip, on aura une certification pour le jockstrap, on aura des certifications pour les autres modèles qui arrivent aussi. Voilà. D'accord. C'est le problème des startups, hein. C'est oui, enfin, c'est le problème des startups, puis c'est le problème de ce milieu-là. C'est que déjà, les gens ne savent pas en fait comment c'est compliqué d'accéder au marché et les volumes d'argent qu'il faut arriver à générer au départ, en fait, rien que pour avoir le droit d'avoir une certification, sont énormes, en fait, gigantesques. Donc, on ne peut y aller que collectivement. D'où l'idée de la SIC. Voilà. Ouais. Et on en avait parlé tous les deux. C'est un problème que la Fondation a rencontré il y a quelques années avec l'application. Donc, l'application Samto. En Suisse, ils voulaient la passer en dispositif médical avec études et tout le Bataclan. Parce qu'il y avait un usage de contraception derrière et il fallait repasser par le biais des études et c'était des coûts monstrueux. Ouais. Alors que l'application, elle est, comment dirais-je, elle est placée en tant que didacticiel. Elle n'est pas placée en tant que dispositif contraceptif, Mm. c'est un didacticiel. Et l'argumentation a été entendue parce que si on met n'importe quoi dans l'application, on obtient n'importe quoi et on n'obtient pas une contraception. Mm. Mais c'est vraiment des difficultés qu'on retrouve très, très facilement quand on Mm. est sur des marchés de niche. Ouais. Mm. Et puis bon, ton anneau à 37 euros, faut être clair, hein, il dure 2 ans. Au moins, ouais. Ouais. Quand on connaît le coût d'une plaquette Mm. ou d'un anneau, l'anneau vaginal,
ben, tu fais pas des sous, hein. C'est ça. Et la thermique a aussi le grand avantage qu'elle n'a pas besoin d'être médicalisée de manière outrancière. Ouais. Et du coup, ça emmerde le corps médical parce que d'un certain côté, ils perdent le contrôle, en fait, sur ces corps. Et en gros, un médecin généraliste suffit amplement pour le suivi de la thermique. Il n'y a pas besoin d'aller voir des spécialistes. Il n'y a pas besoin de faire une réunion, un rendez-vous par an pour faire un point. Il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. Donc, si on basculait un peu plus sur la thermique, déjà, on ferait des réductions d'échelle de coûts au niveau de la sécurité sociale assez monumentaux. C'est vraiment des millions, en fait, d'économiser. On ne parle même pas des conséquences associées, hein, des pratiques hormonales avec les effets secondaires qui peuvent être déployés et tout ça. Et du coup, les conséquences aussi en termes de sécurité sociale et de coûts associés, en fait, en termes de prise en charge. On pourrait réduire tout ça, en fait, assez facilement. Et ça coûte combien un spermogramme? Parce qu'il faut en faire pour vérifier. Alors, un spermogramme, ça coûte 20 euros. Allez, 20 à 30 euros en France. C'est Il en remboursé par faut la combien? sécurité sociale. Et il en faut combien pour une année? Il en faut un avant de commencer pour voir si on est Hein. fertile ou pas. Et après, il en faut un tous les 3 mois. Donc, il en faut 4 par an. D'accord. Voilà. Donc, 80 euros, voilà, par an. Ouais. Et en fait, il suffit d'une consultation avec le médecin et on sort avec ces quatre Oui, ordonnances pour l'année. tout à fait. Alors, les médecins ont le choix, et ils le savent aussi peu, mais euh, en gros, c'est tout à fait légitime d'un médecin de prescrire des spermogrammes et de prescrire en fait plusieurs spermogrammes. Ils peuvent faire des ordonnances en disant spermogramme autant que nécessaire sur une durée de 6 mois ou un an, en fait. Ils peuvent tout à fait le faire. Et donc, l'usager n'a pas besoin de repasser voir son médecin ou de recevoir des ordonnances par mail et tout ça. Ça, c'est faux. Il n'y a pas besoin du tout, en fait. Donc, Ouais. un rendez-vous suffit chez le médecin pour déterminer si on est éligible à la méthode. Et après, un petit coup de fil au médecin de temps en temps pour parler de son spermogramme et de ses résultats. Et ça suffit amplement. Voilà. Mm, C'est mm. aussi simple. Voilà. Les médecins ont des formations en ligne, hein, donc libre à eux de se former. Moi, j'ai fait une page qui s'appelle Pour les médecins, où je leur parle avec leurs mots et je leur rappelle leur serment d'Hippocrate. Enfin, tout est là et tout est posé. Donc, s'ils veulent, ils peuvent. On se rend compte que la communauté scientifique, quand même, adhère de plus en plus. Beaucoup de médecins font leur petit essai dans leur coin, une sorte de petite cohorte ouverte. Ils tombent sur un gars et puis ils disent ah ouais, pourquoi pas. Et puis après, ils en suivent 5, 10 et ils stockent un peu les données pour voir au final comment ça se passe. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la communauté scientifique, en fait, atteste, mais dans la vraie vie, au final, de la réalité de cette pratique contraceptive, de son efficacité et de son acceptabilité, parce que c'est la société civile, au final, qui est aux commandes, et les médecins, ils sont au service des besoins de la société civile, et c'est pas l'inverse. Donc, c'est Mm. assez intéressant. Après, il y a toujours les réacs conservateurs, hein, voilà. Mais encore une fois, c'est aussi une histoire de génération. Donc, d'ici 10 à 20 ans, il y a une bonne partie de ces réacs qui seront à la retraite. Il y en aura toujours. Mais Mm. en tout cas, ils seront nettement moins nombreux parce que les nouvelles générations de médecins sont beaucoup, beaucoup plus ouverts sur ces modalités contraceptives. Voilà. Oui, oui. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui vont l'utiliser pour eux, hein. C'est déjà le cas, hein. Moi, j'ai Ouais, des ouais. urologues, hein, qui portent l'anneau. Ça m'étonne pas. Oui. Mm. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Et là, dans les clientes Samto, j'ai une copine, je crois qu'elle n'était pas là hier. Elle a la femme qui est sage-femme, qui est en apprentissage de la symptothermie, Mm. et le mari qui est médecin, qui porte l'anneau. Voilà. Ben oui. Mm. Eh oui. C'est aussi une bonne façon de commencer la symptothermie. Oui. L'anneau, on est limité dans le temps au niveau du port, si je me souviens bien. Alors, l'anneau, c'est par principe de précaution. C'est pas parce qu'il y a eu des pépins, c'est plus parce que il y avait peu d'intérêt scientifique et peu d'intérêt financier pour continuer les recherches.
Donc, on a des D'accord. données sur 4 années consécutives. On sait que sur 4 années consécutives, ça fonctionne et la réversibilité est parfaite. Ça ne D'accord. veut pas dire que ça fonctionne pas, ça pourrait pas fonctionner 8 ans, 10 ans, 20 ans. Mais l'un dans l'autre, c'est intéressant au final, ce frein de 4 ans, parce que ça permet aussi à la personne, à la fin de ces 4 années, de se poser des questions et d'éviter de s'enfermer dans une pratique qui, à terme, peut devenir risquée aussi par autosabotage. Oui. Donc, c'est intéressant de mettre ce stop-là et que la personne se pose un peu 3 questions, quoi. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon désir de parentalité? Euh, Est-ce que cette méthode de contraception correspond toujours à ma vie et ce que j'ai envie d'en faire à ce jour-là, à l'heure actuelle? Et que veulent ou que veut ma ou mes partenaires? On en est où, en fait, en termes de modalités contraceptives? Donc, au bout de 4 ans, la personne, moi, je l'invite à faire une petite pause de 6 mois, Ah, ça 9 y est. mois, histoire de bien récupérer, de bien tout relancer la machine. Et après, si elle désire, elle peut tout à fait recommencer sur 4 ans. Et ainsi de D'accord. suite. Ok. Donc, au bout des 4 ans maximum, une pause, on laisse revenir le spermogramme à la normale. Mhm, Donc, reprise normale, on est entre 3 et 6 mois. mhm. Bon, 3 et 9 mois, puisque c'est entre 1 et 3 cycles Ouais. de spermatogenèse. Donc, on fait un break d'une petite année. Mhm. Tout est redevenu normal. Soit il y a un bébé qui est en route, soit on sait que, il n'en est pas question. Mhm. Et à ce moment-là, on peut redémarrer. Exactement. Exactement. Et c'est là justement où la mutualisation des méthodes est vachement intéressante et le partenariat. Parce qu'au bout des Ouais. 4 ans, si la femme est formée à la symptothermie et qu'elle est assez à l'aise et qu'elle se sent aussi de n'utiliser plus que cette méthode-là, c'est le moment en fait de vraiment le mettre en place et de dire ok, là maintenant on n'utilise plus que la symptothermie. Mm. Euh, la thermique, elle permet, par exemple, on en parlait hier, c'est comment démarrer la symptothermie de manière tranquillisée. Euh, une personne qui arrête les pratiques hormonales, enfin qui sort un peu, on va dire, du schéma classique et normalisé, elle va avoir peur, en fait. Elle va avoir peur parce qu'elle va pas se faire confiance, elle va pas faire confiance à son corps. Et potentiellement, ça peut être assez engageant en termes de charge mentale et émotionnelle. Puis on ne sait De... jamais comment le cycle va reprendre. On ne sait pas combien de temps il va mettre à redémarrer. Ouais. On peut avoir des phénomènes, enfin nous c'est ce qu'on voit en tant que conseillère, on appelle ça l'élixir fou. La glaire cervicale qui est complètement impossible à identifier. Tu peux avoir des profils de glaire fertile du début à la fin du cycle. Tu peux avoir des mélanges de glaire fertile et infertile du début à la fin du cycle, ou pas du tout de glaire. Donc, c'est parfois très compliqué de démarrer. Mm. Alors, avec nous, les conseillers, on a l'habitude d'accompagner, mais mais il y a quand même des cas où c'est compliqué, hein. Faut pas se leurrer. Parfois, les couples, ils ont commencé la méthode en pensant avoir 10 à 15 jours d'open bar et pour finir, ils se retrouvent avec 3 jours Mm, mm. ou pas. Parce que des fois, arrivé à la fin du cycle, on dit ah ben ouais, il semblerait qu'il y a bien eu une ovulation, mais c'est trop tard parce que là, on redémarre sur un nouveau cycle, donc c'était rapport protégé tout le temps. Mm, C'est ça aussi, hein, la réalité d'un arrêt de pilule, hein, mm. d'un arrêt d'hormones. Bon, Mais parfois, ça revient nickel, c'est mais on ne ça. sait jamais. Les gens ne savent pas non plus, c'est vrai, mais arrêter la pilule, il y a besoin de plusieurs cycles avant que vraiment le corps reprenne de manière optimale, quoi. Le corps a besoin de souffler, d'évacuer les hormones et de retrouver ses propres temporalités, quoi. Il Donc, voilà. faut rebrancher le cerveau et les ovaires qui ont parfois cessé de discuter depuis 15 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'on n'est pas sur 18 mois là, hein. Mm. Ouais. Des femmes qui ont 15 ans de contraception hormonale, il y en a un paquet, hein. Ça, c'est une bonne question, hein. Est-ce qu'à terme, on ne devrait pas aussi collectivement dire, attendez,
toute méthode contraceptive, elle a ses risques et ses inconvénients, ses avantages aussi, mais elle a aussi des risques sur du long terme. Est-ce que ce serait pas intéressant de limiter aussi dans le temps les pratiques, de dire, OK, ben, faites au moins une pause, mais pas 15 ans, 20 ans d'hormonal d'une traite. Beaucoup de corps peuvent le supporter, mais il y a beaucoup de corps qui ne peuvent pas le supporter aussi, quoi. Je pense que ce serait intéressant, quoi, tu vois, tous les 3-4 ans, les gens ils s'assoient autour d'une table et puis ils discutent, ils disent bon bah on change quoi, on prend autre chose, on varie, euh, sans pour autant prendre des risques. Mais voilà, ça permettrait d'éviter de s'enfermer dans des habitudes, d'être toujours dans des phases d'apprentissage et l'air de rien, mais d'augmenter aussi les indices en termes d'efficacité. Ouais. Voilà, ce serait pas mal. Et de Et travailler si sur les deux personnes. ouais, et puis d'inclure le conjoint dans la contraception, que la contraception ne soit pas décidée entre la femme et un professionnel de santé, parce que c'est ça aussi la réalité. Moi, je pense à certaines copines qui ont fait 25 ans de pilules en changeant régulièrement de formule avec des pauses uniquement pour les grossesses. Bon, certaines s'en sont bien tirées. Là, j'en ai une, la fille d'une de mes la belle-fille d'une de mes anciennes collègues. Actuellement, elle est en traitement en chimio. Est-ce qu'il y a un lien? Va-t-on savoir? Compliqué sur les cas hormones égale cancer, j'ai peu d'infos là-dessus. Je ne saurais pas. Oula, je saurais pas te Oups dire. là. Ouais, J'ai fait sauter mon bureau. Voilà. ouais, ouais. Mais Mais oui. bon, qu'il y ait un lien ou qu'il n'y en ait pas, ça a quand même un côté aberrant de passer sa vie sous hormones, quoi. Oui. C'est surtout ça. Mm, mm, mm. Parce que pour le coup, on est sur une castration chimique au niveau Oui, féminin. tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que les nouvelles générations de femmes qui arrivent sont Oui, un peu plus au réagissent. fait. Et ça va être un peu plus compliqué pour leur faire gommer la pilule, je pense. Ben, Voilà. sur le groupe, on a quand même beaucoup de jeunes femmes qui arrêtent après 3 à 5 ans. Mm. Et certaines n'ont pas plus de 20 ans, hein. Ouais. Mais voilà. C'est et c'est là aussi, en fait, que d'une certaine manière, il y a une urgence à développer les contraceptions testiculaires. C'est que si tout le spectre hormonal commence à être rejeté par une bonne partie de la population, il va falloir trouver des méthodes qui soient efficaces quoi, et fiables. Et pour le moment, les lobbies, à part développer de l'hormonal dans tous les sens, en implant, en anneau, en péros, en ce que tu veux, et miniaturiser le stérilet, il y a peu de trucs. Donc automatiquement, il faut revenir vers la symptothermie, il faut revenir vers le diaphragme, il faut revenir vers ces temps-là, en fait, qui sont des méthodes beaucoup plus naturelles, proches du corps, basées sur la Sur la- compétence de l'individu à pouvoir maîtriser au final une fonction dans son corps en tant qu'être responsable. Voilà. Ouais, 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 Et ouais. c'est là que la thermique, elle se positionne. En complément. Et ouais. Alors, j'explique rapidement la thermique pour que vous puissiez vous imaginer le truc. D'accord? La thermique, c'est quoi? La thermique dont on parle là avec les suspensoires, c'est utiliser la chaleur du corps. On sait qu'en gros, un testicule, les testicules sont externalisés du corps pour être toujours à une température inférieure à celle du corps, de l'ordre de 1 degré, 1 degré et demi. Il a été observé assez rapidement que si les testicules sont plaqués contre le corps, en fait, la production de spermatozoïdes va s'arrêter. Bon, ça ne va pas s'arrêter en 1 heure, que les choses soient bien claires. Euh, Quelles que soient les méthodes contraceptives testiculaires, elles sont toujours sur des temps d'action différés. Or, la capote, qui elle est efficace tout de suite. Tout ce qui va être hormonal, enzymatique, immunologique, vasectomie, mettre des bouchons dans les canaux et la thermique, c'est différé.
Et il faut 3 mois, parce que 3 mois, c'est à peu près le cycle en fait de développement d'un groupe de spermatozoïdes pour qu'ils arrivent à maturité et qu'ils soient soit éjaculés, soit recyclés sur place, dans un réservoir qu'on appelle l'épididyme. Voilà. Donc, quand on commence la thermique, quand on veut pratiquer la thermique, le premier truc, c'est de se renseigner. Parce qu'il y a encore trop peu d'informations, les professionnels sont encore trop peu formés. Donc, prenez le temps d'aller sur mon site, de lire ce qui est écrit, de regarder les vidéos, de regarder les dessins. Prenez le temps de contacter les associations militantes et activistes sur ce milieu pour parler avec des vrais gens ou de m'appeler pour poser vos questions. Voilà. Prenez le temps de monter en compétence d'un point de vue théorique dans un premier temps. Les plannings familiaux sont là aussi. Beaucoup proposent des temps de consultation sur les contraceptions testiculaires. Des CHU commencent à s'y mettre aussi et les services d'andrologie et d'urologie commencent à proposer des consultations dédiées sur ces méthodes contraceptives. Donc, allez-y, informez-vous. Est-ce que tu peux nous montrer ta super prothèse? Oui, une fois que vous êtes informé, il va falloir déterminer si vous êtes éligible ou pas à la méthode. La méthode thermique, elle a l'avantage d'avoir très peu de critères d'inéligibilité, d'exclusion. En gros, comment vous allez le savoir? Tout simplement en allant voir votre médecin traitant et en lui montrant la page sur le site Thorane qui s'appelle Pour les médecins. Il y a le protocole d'expliquer et les contre-indications. Les contre-indications principales, ce sont toutes les pathologies qui auraient pu avoir autour de la zone urogénitale, dans la petite enfance, adolescence ou à l'âge adulte. Tout ce qui va être hernie, aussi c'est pareil, ça va être des contre-indications. Le second point de consultation avec votre médecin, ça va être une palpation. Ils vont aller en direct, palper le testicule, palper les canaux déférents, voir si tout va bien localement à J0, maintenant en fait. Et le troisième temps, qui va déterminer si vous êtes totalement éligible, donc si c'est feu vert, c'est de faire un spermogramme pour vérifier en fait votre degré de fertilité. Si vous êtes hypofertile, il y a des cas où on peut pratiquer quand même, et il y a des cas où on ne peut pas. Parce que vous êtes déjà trop hypofertile et que l'idée, par principe de précaution, ne vient pas perturber une fonction qui est déjà en souffrance. Voilà. Dans ces cas-là, quand il y a un doute au niveau de l'hypofertilité, le mieux, c'est encore de m'envoyer un message pour que moi, je vous mette en lien avec un professeur du CHU de Toulouse, un professeur du CHU de Lille, des gens qui interviennent en téléconsultation en tant qu'experts et qui vont discuter avec votre médecin traitant ou directement avec vous pour vous dire si oui ou non, au regard des connaissances qu'on a, vous pouvez pratiquer. Alors, la pratique. Ouais, vas-y. Normalement, la première pratique devrait se faire avec votre médecin traitant aussi. Donc, tous les médecins traitants devraient avoir ce petit objet chez eux. Ce petit objet, c'est ce qu'on appelle un postiche testiculaire. Il permet de représenter sans avoir besoin d'aller dans l'intime. On a quoi? On a une verge, on a le scrotum, la poche, avec 2 testicules à l'intérieur, et on a 2 canaux de chaque côté, ici, le long de la verge, et ici, le triangle pubien, en fait, c'est aussi une poche, en fait. La poche externe est connectée à la poche interne. L'idée de la contraception thermique et testiculaire, c'est de venir remonter les testicules au niveau du pubis. C'est pas douloureux. Ça peut être un peu bizarre au début, mais ça se passe très bien. Il faut simplement accepter qu'elles vont disparaître. Mais elles ne vont pas disparaître à jamais. C'est simplement qu'elles vont être remontées. C'est une position qui est physiologique. Elle a été pensée dans le corps comme ça. Vous pouvez les mettre là. Elles ne remonteront pas jusqu'aux oreilles, que les choses soient claires. La poche, là, elle est fermée au-dessus. Hein. Donc, les testicules ne remonteront pas plus haut que ça. Et à cet endroit, les testicules se retrouvent à la chaleur du corps. C'est la place où les testicules étaient pendant la vie fœtale? Non, dans la vie fœtale, elles sont au niveau des reins. D'accord. Et dans la toute petite enfance ou voire à l'accouchement, en fait, les testicules migrent et traversent tout l'abdomen pour venir s'externaliser ici, en fait. D'accord. Et si elles ne le font pas, ce qu'on appelle la cryptorchidie, c'est une pathologie qui peut provoquer des cancers ou tout du moins des états d'hypofertilité irréversibles. Alors vous allez me dire, oh, mais oui, mais si je les réchauffe mes testicules, ben, je vais avoir un cancer ou je vais avoir une hypofertilité irréversible.
Non. Pourquoi? Parce que la chaleur dans la petite enfance sur le testicule est beaucoup plus impactante qu'à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que dans la petite enfance, le testicule n'est pas mature. Il n'arrivera à maturité qu'avec la puberté et les premières éjaculations. Avant ces temps-là, le testicule, en fait, est en fabrication. Il fabrique ses outils de production pour fabriquer des spermatozoïdes. Et c'est là que le testicule est très fragile. Il n'a pas de capacité de résilience et d'auto-guérison, on va dire. Tout de suite, s'il est exposé à de trop fortes chaleurs, ça va impacter en fait la fertilité. C'est ce qu'on retrouve avec le problème des couches, qui sont vraiment des véritables étuves et qui aussi entraînent une baisse de la fertilité, très clairement. Voilà. À l'âge adulte, il est tout à fait possible de les exposer, ces testicules, à la chaleur, sans pour autant développer des pathologies type cancer ou hypofertilité majeure. Je dis ça sous réserve qu'on puisse faire des études sur 5 ans, 20 ans, 30 ans, sur du très long terme, pour voir si, quand même, on est vraiment sûr qu'à terme, très loin, il n'y aura pas de conséquences. Ce qu'on sait, c'est que par expérience, il n'y en a pas, et que ça fait 40 ans que les gens se servent de ces modalités contraceptives, et que donc s'il y avait eu une flambée de cancer avec la pratique de la thermique, on l'aurait vu. Et plus que ça, la méthode aurait été radicalement interdite, chose qui n'est pas le cas. Sinon, il va falloir interdire aussi tous les métiers de type boulanger. Ça aussi, ce serait intéressant, mais il y a peu d'études qui ont essayé de corréler des incidences de cancer avec des pratiques professionnelles suite à des expositions en fait, à des hyperthermiques régulières. Mais il n'empêche, ce serait intéressant d'aller explorer ça. D'accord? Donc, c'est bien gentil de faire remonter les testicules, mais si je les fais remonter comme ça à la main, la gravité, elle va faire quoi? Elle va faire que mes testicules, elles vont redescendre en bas. Et voilà. Et du coup, ils continueront à produire des spermatozoïdes. Donc, il a fallu inventer des outils, et je vais vous montrer avec le slip, pour justement maintenir les testicules en haut. Donc, avec mon slip, je passe ma verge, plutôt au repos, c'est plus simple, et je viens chercher dans le trou, je viens chercher le scrotum. Voilà. Je passe le scrotum dans l'anneau. Et les testicules, ben, elles se retrouvent ici, là. Voilà. Et là, elles ne peuvent plus redescendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des élastiques sur les côtés qui viennent fermer les portes, fermer les canaux inguinaux. Et du coup, les testicules, elles sont en suspension, ici. Et vous passez votre journée comme ça. Il faut à peu près 15 heures par jour pour que ça fonctionne. Tous les jours. Donc, ça veut dire ritualiser. Imaginez comment est-ce que vous allez porter cet objet. Vous pouvez le porter de jour, vous pouvez le porter de nuit, vous pouvez le porter en fractionné, vous pouvez le porter pendant les rapports sexuels, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le but du jeu, c'est que vous trouviez votre rituel et que surtout, vous le reproduisiez tous les jours pour être sûr d'avoir votre nombre d'heures. Ok? D'accord. Donc, on peut le porter debout, assis, couché. Comme tu veux. Ouais. On peut le porter avec un baudrier pour Oui. chronométrer l'heure. Ouais, il y a beaucoup de. C'était la grande question. C'était est-ce qu'on peut faire de l'escalade? Moi, j'ai beaucoup de gars qui font de l'escalade. Bah, en fait, ça fonctionne. Alors, sport de combat, moi, je serais d'avis quand même que l'usager se rapproche de son médecin traitant pour évaluer. Faut savoir que les moines Shaolin se remontaient les testicules déjà, que les sumo, le ruban qui se mettent autour des parties, c'est aussi pour se remonter les testicules. Donc, en termes de pratiques sportives type arts martiaux, on peut l'envisager. Par contre, gardez à l'esprit que les testicules en position haute, elles ne peuvent pas absorber les chocs comme en position basse. Parce qu'en position haute, elles sont juste devant un os, le pubis. Donc, si jamais il y a un choc qui arrive frontalement ici, le testicule ne peut pas absorber ce choc. Et vous risquez de vous écraser un testicule et ça peut avoir des conséquences assez sévères. Et ça peut être assez douloureux. Donc le baudrier, oui. Si vous chutez, normalement, ça ne devrait pas tirer sur vos testicules. Par contre, si vous êtes ramené vers la paroi et qu'il y a un objet contondant sur la paroi qui vient frapper votre pubis, là, vous risquez de vous écraser un testicule. Voilà. D'accord. Course à pied, ça fonctionne très bien. Vélo, ça fonctionne très bien. Après, on a tous des morphologies différentes. Donc ça veut dire,
Par exemple, l'anneau peut fonctionner pour quelqu'un, mais pour une autre personne, ça ne fonctionnera pas. Il y a des gens, ils arrivent à faire du vélo avec l'anneau et ça va très bien. Il y en a d'autres, ils n'y arrivent pas. Donc, si l'anneau ne convient pas, euh, fabriquez-vous un modèle en textile. Si vous n'y arrivez pas, rapprochez-vous des réseaux militants. Si ça ne vous va pas de vous remonter les testicules, mais prenez un spermapose. Prenez le caleçon avec la compresse chauffante. Mais en tout cas, ne restez pas sur un échec en vous disant ah bah, j'arrive pas à me les suspendre avec cet objet, donc j'arrive pas à pratiquer la thermique. Non, c'est pas vrai en fait. Prenez le temps d'explorer toutes les possibilités. Voilà. Donc ça veut dire pendant 3 mois vous allez faire ça et pendant 3 mois vous ne serez pas contracepté. Donc il faudra utiliser une autre méthode de contraception en parallèle. Au bout de 3 mois, vous devriez accoucher, entre guillemets, de votre contraception. Un homme est considéré comme contracepté lorsque le nombre de spermatozoïdes par millilitre est inférieur à 1 million. Toute mobilité confondue. 1 million de spermatozoïdes. Si vous êtes au-dessus, c'est pas bon. Si vous êtes au-dessus, on réajuste. Des fois, il faut augmenter un peu le temps de port. Des fois, l'anneau ou le jockstrap, il n'est pas adapté. Il y a un testicule qui redescend un peu trop souvent. Donc, il faut réajuster les suspensoires. Et normalement, ça marche. Il existe une petite partie de la population qui est résistant à la chaleur. 37 degrés, ça ne suffit pas. Même 38, 39, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle des cas, en fait. Oui. Donc, tu leur mets le slip et tu mets le chauffage au maximum, c'est ça? Là, on est vraiment sur de l'expérimental et on essaye d'associer alors soit le slip, slip plus caleçon, c'est-à-dire on dit à la personne, vous remontez les testicules une dizaine d'heures par jour et vous faites de la chauffe avec le spermapose 3 à 4 heures par jour. On essaie de coupler un peu les deux pour voir si ça marche. On a des résultats assez probants, mais voilà, ça n'a aucune valeur scientifique, on va dire, pour le moment. Là, on est vraiment sur de l'expérimental. D'accord. Je termine quand même sur le suspensoire. Comment je fais pour que mes testicules redescendent? C'est assez simple. Il suffit simplement d'enlever le dispositif. Et vos testicules, naturellement, elles vont redescendre et revenir en bas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Simplissime. Et avec l'anneau? Euh... Je te fais bosser, hein. Ah ben un peu là. Alors, avec l'anneau. Alors, On prend les pas un modèles anneau. textiles. On est d'accord qu'on fait pas ça avec un anneau de rideau. Euh, on va éviter. On va éviter. Mais après, vous pouvez détourner des chaussettes pour enfants. Vous les roulez, vous coupez le bout et ça vous fait un anneau. Certains utilisent des bracelets de montre, d'autres des chouchous. En gros, ce qu'on appelle un peu les anneaux do it yourself, quand tu as perdu ton anneau là et qu'il faut que tu te remontes les testicules, tu viens détourner des objets en fait de la vie quotidienne. Et beaucoup de choses peuvent servir. Alors après, c'est plus ou moins confortable et ça tient plus ou moins bien, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Voilà. Le temps de se retrouver un objet décoratif, par exemple. Voilà. Mais donc, ça marche assez bien. Alors, l'anneau. La différence entre le textile et l'anneau, c'est une histoire de maintien et la manière dont ça va être enserré. Le textile, lui, il se base en fait, l'anneau qu'il a, il est plaqué en se servant au final de la forme du bassin et des cuisses, en fait. Et c'est l'ensemble de l'armature qui vient plaquer l'anneau. L'anneau en lui-même, il n'y a pas d'armature. Parce qu'en fait, ces caractéristiques d'adhésion, avec la surface que j'ai pensée en interne, en semi-bosselage, l'adhésion est basée au final sur l'élasticité, au final, et la structure interne de l'anneau. Et l'enserrement n'est plus du coup fesses, cuisses, bassin, mais simplement la partie pénoscrotale. La partie pénoscrotale, c'est ça, c'est cette partie-là, juste autour. Donc, comment ça se passe? Verge repos, on introduit son anneau. Comme si on mettait une bague à un doigt, c'est exactement pareil. Et derrière, on vient chercher, donc à l'intérieur de l'anneau, on vient chercher et tirer le scrotum. Le scrotum passant, les testicules qui sont derrière ont moins de place en bas, et donc naturellement, en fait, elles vont remonter dans les canaux inguinaux. Et plus je vais passer mon scrotum, plus mes testicules vont remonter et se mettre ici. Voilà.
a toujours ces deux bonbons. L'anneau maintient, possible d'avoir des rapports sexuels, possible d'uriner, possible de faire ce que vous voulez, comme d'habitude. Voilà. Une fois que l'anneau est en place, soit on le laisse comme ça, ce qu'on appelle un peu la position passive, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop collé au corps, il y a du jeu. Si vous voulez vraiment qu'il tienne bien, il faut venir passer la peau de chaque côté ici, là, sur les côtés. Et pour ça, il faut plaquer sur le côté, prendre l'anneau et finir de tirer la peau qu'il y a sur le côté. Ça permet vraiment de faire en sorte que l'anneau, après, il est plaqué et il ne bouge plus. D'accord. Pour l'enlever, il suffit de tirer délicatement et l'anneau s'enlève. Pour combien de temps pour Que les choses soient s'habituer? claires, c'est un anneau, ça adhère sur la peau et sur les poils. Donc, il est fortement conseillé de faire une petite tonte au ciseau type brosse, surtout pas de rasage, ça ne servira à rien. Il est surtout aussi conseillé de s'hydrater et de nourrir cette peau qui n'a pas l'habitude d'être mise sous contrainte comme ça, parce que aussi biocompatible soit-il, il n'empêche avec la sudation, les mouvements, les frottements et la chaleur du corps, à un moment donné, votre peau, elle va chauffer. Et donc, il faut l'hydrater avec du liniment oléocalcaire, par exemple, ce qu'on met sur la peau des bébés ou autre. C'est très, très important en phase de démarrage, justement pour éviter d'avoir des démangeaisons et de s'abîmer la peau. Voilà. Faut combien de temps pour Une fois que les s'habituer? 3 mois sont passés, que vous avez attesté avec votre médecin ou avec nous que vous êtes bien en dessous d'1 million par millilitre, libre à vous dans votre couple de n'utiliser plus que cette méthode contraceptive. Voilà. Elle suffira amplement. On est sur des indices d'efficacité qui sont équivalents au stérile et au cuivre, donc on est à 99,6% au moins. Il n'y a jamais eu qu'une seule grossesse durant les essais cliniques qui est due à l'arrêt en fait du port du dispositif pendant plus de 3 mois. Donc la spermatogénèse avait repris, vous vous en doutez. C'est cela qui explique la grossesse. Et après, vous êtes parti, vous faites des spermogrammes de manière trimestrielle. Si jamais vous vous loupez un jour, si jamais vous oubliez votre anneau, un jour par mois, ça marche. Si vous l'oubliez plus d'un jour, ça marche plus. Ça marche plus dans le sens qu'il va falloir utiliser une autre méthode de contraception pendant un mois et programmer un spermogramme à la fin du mois pour aller vérifier que le pic de spermatozoïdes qui aura été produit sur les 48 heures ou 72 heures aura bien été évacué. Le pic, il va passer entre le 15e et le 20e jour, suivant l'exposition au risque. Okay, donc, au bout d'un mois, normalement, vous avez évacué le pic, 6 pics il y a eu. Voilà. Et une fois que c'est attesté par le spermogramme, vous pouvez recommencer votre pratique contraceptive sereinement et n'utiliser plus que celle-là. Donc, Comment en on fait, arrête c'est… la méthode? Eh bien, en Attends, arrêtant de se remonter les j'ai une testicules. question. C'est aussi simple que ça. Par contre, attention, l'arrêt de la méthode, elle demande d'utiliser une autre méthode de contraception pendant bien les 3 premiers mois, voire même 6 mois. Pourquoi? Parce que sur les essais cliniques qui ont été faits, il a été prouvé qu'au final, la chaleur, donc certes, n'entraîne pas des dommages irréversibles au niveau du testicule. Par contre, la chaleur, en fait, vient impacter le capital génétique qui est transmis, qui est porté par le spermatozoïde. En gros, la bibliothèque est un peu mélangée. C'est tout à fait réversible, mais il faut le temps d'évacuer ces spermatozoïdes qui ont été altérés par la chaleur. Et cette altération, ce qu'on appelle l'altération de la chromatine, en fait, ce n'est pas un effet qu'on a envie en termes de contraception. Ça n'apporte rien, en fait. Mais n'empêche, il est là. Donc, attention, prenez le temps d'utiliser une autre méthode de contraception. Un peu comme quand vous avez pris des méthodes hormonales pendant des dizaines d'années, à un moment donné, il faut sevrer le corps, il faut arrêter, il faut que le corps expie les choses pour pouvoir recommencer à fonctionner de manière standard. Donc, utilisez bien une autre méthode de contraception. Et au bout de 3 mois, vous faites un spermogramme. Normalement, tout est revenu à la normale. Si ça n'est pas encore tout à fait, donnez-vous encore 3 mois. Refaites un spermogramme. Et là, vous êtes assuré que tout est bien reparti. Voilà. Ces examens, pareil, doivent être faits avec votre médecin traitant. Et c'est votre médecin traitant qui vous dira quand est-ce que vous pouvez lancer le projet bébé si vous avez envie d'un bébé à deux. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu m'entends? Fabienne? Oui. Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô, allô? Je t'entends. Allô, allô? Ah, ta Est-ce que tu connexion nous m'entends? utilise. Moi, je t'entends. Moi, je t'entends.
Pourtant, je ne t'entends plus. Allô? Ah, et en plus, t'es tout figé Allô? maintenant. Maxime. Alors, c'est la connexion de qui perturbe? Allô? Allô? Oui, alors on t'entend, on te voit. Par Ok, contre, moi, tu ne me vois plus et tu ne m'entends plus, si j'ai bien compris. c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de SCIC, là, La SIC. Oui, est-ce que tu peux expliquer Ouais. le soutien qui est nécessaire? Parce il y a des personnes intéressées dans les commentaires qui disent comment on peut faire. Alors, j'ai expliqué, j'ai redit d'aller voir sur le site et d'aller voir vers coucou ou coucou. Mais Oui. ça résout pas le problème, quoi. C'est du détournement. Non. Alors, ça résout pas le problème. Si, ça résout le problème, mais la SIC, son travail, c'est vraiment de faire de l'intelligence réglementaire, hein. C'est ça son travail, hein. Euh, donc voilà, je vais te transférer par mail. Euh, je vais te transférer par mail le mail d'information pour que tu puisses après le repartager à d'autres personnes au besoin. Il faut que les gens ils aillent sur Insta. Sur Insta, il y a eu un post là-dessus. Tac, voilà. Et moi, C'est je te ton l'envoie par compte, mail. c'est ton compte Slow Contraception? Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on crée une société, donc une coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une société capitaliste pure et agressive, c'est une société qui de facto, en fait, est assez douce en termes de gouvernance et de gestion du capital. Ok? À l'intérieur de cette société, il va y avoir 3 collèges. Un collège de la société civile, donc toutes les personnes, en fait, vont pouvoir intégrer ce collège-là. D'où la réunion du 23 février à 18h30. Tu as l'info par mail, je viens de te l'envoyer. Oui, je la repartagerai sur le groupe, puisque toi, Ouais, tu ne figures pas, tu es juste invité, ouais. rediffusé, mais tu fais pas partie du groupe, hein. Hmm. Non, moi je ne fais pas partie de la SIC. La SIC, elle est là pour aider des gens comme moi. Donc je ne peux pas être D'accord. dans la SIC non plus, en fait. Moi j'y serai en tant que sociétaire comme tout le monde, en tant que société civile, mais c'est tout, en fait. C'est tout. D'accord. On va voir pour peut-être créer un collège des fabricants de suspensoires, peut-être. Euh, Ça pourrait être intéressant. Mais on n'en est pas encore là. Et en tout cas, la réunion du 23 février à 18h30, justement, elle va être là pour présenter à tout le monde, en fait, le projet, les différents collèges. Donc, comme je vous disais, il y a un collège pour les sociétaires de la société civile. Il y a un collège de la communauté scientifique, donc principalement des médecins, sages-femmes, laborantins et autres. Il va y avoir un collège des salariés de la SIC. Voilà. Et cette société est en train d'aller lever des fonds auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, par exemple, pour aller chercher Mhm. justement des centaines de milliers d'euros. On commence à avoir des partenariats avec le CHU de Bordeaux pour commencer à écrire un essai clinique et on avance en parallèle sur toutes les démarches réglementaires à faire pour constituer ce fameux dossier réglementaire. Donc là, vraiment, on a besoin de tout le monde dans ce genre de coopérative pour qu'on puisse tous participer ensemble et y aller réellement ensemble. Parce qu'en gros, ça va être une aventure, cet accès à la réglementation, qui va prendre 3-4 ans. Il va y avoir des rebondissements. C'est pas passionnant, mais il n'empêche, l'idée, c'est de faire découvrir aussi à tout le monde qu'est-ce que c'est que cette réglementation européenne, comment est-ce qu'on fait pour accéder au marché, et montrer à quel point c'est compliqué et que ça explique aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles, au final, pour le moment, rien n'a jamais pu vraiment accéder au marché, c'est que c'est très, très, très compliqué aussi à mettre en place et que ça coûte très, très, très cher. Voilà. D'accord. Donc, c'est clairement une nouvelle aventure, cette SIC, qui est indépendante de Torem. Et le but du jeu de cette SIC, c'est vraiment de pouvoir être accompagné par elle et d'autres porteurs de projets qui arrivent pourront eux aussi être accompagnés par elle et du coup accéder au marché et donc à terme
améliorer l'équité contraceptive. Et de facto, si la thermique passe, tu peux être sûr que les labos vont mettre sur le marché des méthodes hormonales, enzymatiques, et vont sortir toute la batterie de recherche qu'il y avait pour éviter de perdre des parts de marché, en fait. Et du coup, ils seront obligés, eux aussi, de mettre la main à la caisse et de proposer et de faire enfin ce pourquoi est-ce que théoriquement on les paye aussi, c'est-à-dire de répondre à des enjeux de santé publique et d'être au service en fait de la société civile et non pas l'inverse. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, je vais partager en dessous de la vidéo ton mail avec les Ouais. éléments. Bon, de toute Mm-hmm. façon, on retrouve tout. C'est le site Slow Contraception, si je me souviens bien. Ouais, le site Slow Contraception, c'est vraiment le site du mouvement en fait des porteurs d'anneaux. Et dessus, il y a toutes les informations par rapport à la SIC et tout ça. Vraiment, voilà, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Et concrètement, donc, si aujourd'hui un homme veut se contracepter, il est obligé de détourner un objet qui n'est pas prévu pour ça. Type un chouchou, une chaussette ou un objet décoratif, artistique. Exactement, D'accord. exactement. Et en cas de difficulté, il peut t'appeler au secours. Toi, en tant qu'infirmier, tu es obligé de C'est répondre à la demande. C'est ça, moi, que la personne, elle arrive en s'étant fabriqué un modèle textile ou en détournant un objet décoratif, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour l'informer et répondre à son besoin et à son envie et à l'accompagner dans sa volonté, en fait. Donc, peu importe, en fait, avec quel objet il arrive, moi, je serai là pour l'accompagner. J'ai plus envie de dire, on est là parce on commence à être une équipe aussi. On est là avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de compétences aussi pour répondre aux questions et accompagner les gens à trouver les meilleurs outils et les meilleures manières pour eux sans prendre trop de risques, en tout cas le moins de risques possible, et pour qu'ils puissent avoir une maîtrise de leur fertilité et une approche contraceptive. Oui. Ouais. L'idée, c'est quand même d'avoir une méthode qui fonctionne bien avec, enfin, avec un risque minimal. Parce Toujours. qu'on, oui, C'est ça. c'est pas un sextoy. Faut Mm -mm. pas, il faut que la taille soit adaptée Ouais. parce qu'on est Il faut sur que la du taille soit tampon. adaptée. Tout est bien expliqué sur le site Thorem pour choisir sa taille. Donc, Ouais. voilà, c'est assez Il y a simple. combien de tailles? Il y a 5 tailles différentes et pour chaque taille, il y a 2 modèles. Il y a des anneaux qui sont sans huile de silicone, c'est-à-dire ils sont avec une élasticité qui est un peu plus rigide, on va dire. Et il y en a qui Ouais, sont avec de l'huile de silicone. Et du coup, ils sont beaucoup plus souples. d'accord. Les plus souples s'adressent principalement aux gens qui ont des verges de sang, c'est-à-dire des verges qui vont changer en termes de volume entre l'érection et le repos de beaucoup, de 1 cm, 1,5 cm. Voilà. Et là, dans D'accord. ces cadres-là, c'est intéressant de prendre un anneau plus souple. Voilà. Est-ce que ça peut être lié à l'origine ethnique? Question, hein? Aucune idée. Alors, Parce que il doit y avoir je des sais grandes tendances, que mais l'implantation au niveau des muscles n'est pas la même chez les peuples africains, enfin, dans l'ethnie ouais. africaine, que chez les Blancs, les Caucasiens. Mm D'où ma -mm. question. Est-ce que tu Alors, as repéré des tendances de ce type? non. Non, on n'a pas de données là-dessus. Et puis en plus, Oui, en on France, on n'a pas de observe, ouais, déjà. Et en plus, en fait, il y a un truc sur lequel il y a très peu d'informations, c'est le volume scrotal et la position du scrotum au final. Et en fait, il n'y a pas 2 scrotums identiques. Et du coup, en termes de volume et de positionnement du scrotum, ben, en fonction, ben, c'est clair que ben, ce sera peut-être plutôt un anneau plus souple, peut-être un anneau plus petit que ce qui était prévu par rapport au choix de la taille. Mais il y a vraiment des données comme ça sur lesquelles on n'a pas de matière, on part de rien d'un point de vue scientifique. Alors autant, D'accord. tu vois, les longueurs, largeurs, érections, ça, on les a, parce qu'il y a eu plein d'études pour rassurer les gens de manière générale en leur disant ça va, elle est bien, elle est normale, soyez tranquille. Ouais, Encore une fois, tu vois, ce truc-là, c'est dérangeant. Par contre, sur le volume scrotal, il y a très très peu d'informations. Et pourtant, c'est une donnée capitale en termes de remontée testiculaire. d'accord.
Voilà. Ok. Coucourou coucou, il fait avec huile de silicone, sans huile de silicone ou c'est toujours la même chose? Coucou, coucou, pareil, il propose 5 types d'objets déco différents et chaque fois, chaque produit est décliné avec justement un truc plus ou moins normal et des objets décoratifs qui sont plus souples que les objets normaux. Voilà, pareil. D'accord. Et ils sont tous de la couleur blanche, si je me souviens bien. Ouais, mais il y a moyen d'avoir de la couleur, un peu. Voilà. On a des noirs D'accord. en stock, on a des rouges. Mais ça, c'est plus à la demande parce que franchement, ce serait trop compliqué si on devait faire des gammes comme ça de couleurs. C'est galère. Donc pour le moment, c'est blanc, mais si vraiment, vraiment vous avez envie d'un anneau coloré, demandez-le et il y aura moyen d'avoir un objet déco coloré. Et j'ai vu qu'il y avait des mini aussi en porte-clés. Aussi, aussi. C'est pas pour les enfants, on est bien d'accord, hein, c'est pour mettre les clés. Mettre les clés ou ce que tu veux dedans, mais oui, tu peux détourner. Et la petite taille, tu peux t'en servir de porte-clés. Oui, oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu peux l'utiliser en anneau de mariage, en alliance? Il va falloir d'un très très gros doigt alors, hein, parce que quand même, Ah, parce que c'est quand même, ça reste un anneau, donc on peut imaginer. ouais, ouais, ouais. Non, mais on peut s'en servir de bracelet, les grandes tailles. Euh, on en a quelques-uns, mais c'est pareil, il faut les demander un par un. Des anneaux qui sont très très souples, avec beaucoup beaucoup d'huile de silicone, donc ils ne sont pas du tout faits pour être portés en type de à visée suspensive, parce que en termes d'élasticité, ça ne fonctionne pas. Mais c'est des anneaux qui du coup sont bien en bracelet, ça fonctionne très bien en soirée pour discuter. Dire, tu sais ce que c'est que ça? Ça marche très bien. D'accord. Bon, t'es pas là pour faire coach en séduction, hein. C'est ça. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ok. Alors, ouais, donc il y avait la question, est-ce que ça peut se porter debout, assis, allongé? Ça, on a répondu. Hmm. Nous avions fait la démonstration de comment fonctionnait l'anneau et nous avons bien expliqué comment se le procurer maintenant que la vente est interdite. Enfin, elle n'est pas interdite, elle est Elle est suspendue. suspendue. C'est pas pareil. Est-ce que, il y a moyen de rejoindre la cohorte des cobayes qui Alors, serviront aux études scientifiques? euh, il y a un essai qui est en cours. Donc, si cette personne porte l'anneau depuis plus de 6 mois, elle peut participer à un essai. Ok, C'est expliqué sur la page Slow Contraception. Après, si ça fait moins de 6 mois, à l'heure actuelle, là, il n'y a pas de cohorte ouverte avec un appel à volontaires pour le moment. Je sais qu'il y a une dizaine de thésards qui travaillent vraiment sur l'acceptabilité de la contraception testiculaire. Donc, soit par le site de Slow Contraception, soit par le site de Torem, sur la page d'accueil, il y aura des informations sitôt qu'il y aura des essais qui reprendront n'importe quoi. Voilà. Donc, et il y aura moyen d'intégrer ces cohortes ouvertes. Voilà. ok, Après, d'accord. les essais cliniques en tant que tels, quand on fera le recrutement des gens, parce que là, ce ne sera pas une cohorte ouverte, ce sera un truc fermé, on fera un vrai appel à volontaires. C'est encore un autre processus, hein, un essai clinique. C'est c'est quelque chose d'un peu plus péchu, d'un peu plus enfermant, on va dire. Mais voilà, il y a des essais qui sont pas loin d'être lancés. Il nous manque à peu près 100 000 euros. Donc, si quelqu'un a 100 000 euros, on pourrait commencer un essai assez rapidement avec le CHU de Caen. Voilà. Mais là, c'est simplement D'accord. qu'il nous manque 100 000 euros. Voilà. Ok. L'essai a été validé par le comité de bioéthique. Tout est bon. La NSM a dit c'est bon. Tout le monde est OK. On a juste besoin d'un peu d'argent. Ok. Et si on veut faire un don de 10 euros ou de 50 euros, on le fait où? Et bien justement, avec la réunion d'information là pour la SIC, et par l'intermédiaire de la SIC, vous pourrez justement faire des donations. D'accord. C'est tout l'intérêt.
Donc, donation ou rejoindre le collège, enfin un des Ouais, collèges. ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Maxime. Je pense que c'était passionnant. Alors, on va avoir beaucoup de personnes en replay. Ouais. En direct, j'ai vu passer un certain nombre de copines. Euh, certaines étaient là hier sur notre live entre professionnels. Là, il y a les modératrices du groupe, par exemple. Mhm, Et je pense qu'il va y avoir énormément de vues en replay parce que c'est toujours comme ça. C'est mhm, un groupe qui fonctionne beaucoup avec les replays. Donc, eh bien, je te dirai ce que ça donne. Hein. Puis, de toute mhm. façon, nous, on reste en contact. Hein. On a d'autres choses sur le feu. Hein. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Merci Et Fabienne, puis, merci beaucoup pour ton temps, ton énergie, ta bienveillance. Euh, merci pour Et puis ton on s'est bien dévouement. marré. C'était chouette. On va se marrer. Alors, parce que quand même, tu nous as sorti toute, mais toute la lingerie. Hein. C'est ça. Je vais dire aux conseillères qu'il faut absolument qu'elles regardent celui-là parce que hier, elles n'ont pas été gâtées pareil. Hein. C'est vrai. Bah oui, je Allez, ménage un peu de suspense, tu vois, pour qu'elle revienne aujourd'hui aussi, en disant, bon, ben, il ah, reste la lingerie à ah montrer. oui, oui, non, mais là, on a Emma Duval, elle est au taquet. Hein. Ah, je vous le remonte une dernière fois. Ah Regardez-moi ouais, comme parce que c'est beau, ça. ah ouais, ouais, ouais. C'est pas beau, ça? Sur un corps, Non, mais c'est ultra beau. C'est il, vraiment, il faut, c'est... il faut quand même que je montre ça à ma lingère. Exactement. Ah oui, oui. Elle est à 50 mètres de chez moi, je vais lui montrer ça, mais dans Rouge Saint-Valentin, c'est sa vitrine. C'est ça. Ah ouais, ouais. Elle va halluciner. Hein. Euh, blague à part, on n'est que sur du sur-mesure. Là, ouais, on est que sur du sur-mesure. Ouais. On ne peut pas avoir du standardisé. Si, parce que j'y travaille, mais c'est pas encore au point et ça va s'adresser principalement aux gens qui déjà se contraceptent. Pour les gens qui veulent avoir plus de modèles, etc. Mais pas en première intention. En première intention, on pourra pas. Euh, Parce que en gros, moi j'ai fabriqué des prototypes de jockstrap qui sont entièrement réglables. Donc, il va être tout à fait possible en fait de les envoyer aux gens, les gens les règlent sur eux. Et une fois qu'ils sont réglés, après, je m'occuperai de les coudre. Donc, Ah, en gros, c'est du sur-mesure à distance. Ça, c'est possible. Mais c'est pas encore tout à fait au point. Et encore une fois, ça ne sera pas en vente, ce truc-là. Ça s'adressera uniquement aux gens qui sont déjà en pratique. On ne pourra pas le proposer. On pourra pas le proposer parce que de toute façon, les suspensoires sont interdits en tant que tels. Donc, ça va être compliqué. oui, Ça va être compliqué. oui, Mais c'est d'accord. possible. D'accord. Ok. Et j'étais en train d'imaginer ma lingère en train de prendre son fil, son aiguille et faire une transformation. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais toutes les lingères ont des compétences en termes d'adaptation, ne serait-ce que pour certains événements comme les mariages. Ouais. La plupart des femmes, en fait, ne sont pas symétriques. Et il y en a qui ont une taille de différence entre la droite et la gauche. Mm. Et donc, souvent, les lingères vont venir, on est sur de la lingerie dite de luxe, hein, mais les lingères vont venir faire les adaptations nécessaires pour que, pour que le soutien-gorge corresponde bien à la morphologie de la femme. Mm. Donc, de faire une adaptation pour une femme à faire une adaptation pour un homme, il y a quand même une étape supplémentaire. Ouais, c'est Mm. ça. Ouais, ouais. Bon, eh bien, écoute, pour l'instant, c'est l'anneau décoratif Oui. ou le week-end couture avec les associations locales Mhm. et puis à voir ce qui va se passer dans les 4, 5 années qui viennent. Mm.
Il va se passer plein de jolies choses là, on va y arriver. Je suis quasiment assuré que c'est bon là, cette fois-ci, ça va marcher, on va l'avoir cette certification. C'est bon. Mm, Voilà. ça marche. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt! Ciao, à bientôt.